La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Épisode 1564. J'ai dû dormir avec mes parents beaucoup plus longtemps que la plupart des enfants. Ils me réveillaient presque toutes les nuits, du moins jusqu'à ce que j'apprenne à le faire moi-même. Je n'avais pas le droit de dormir chez des amis car ils craignaient qu'il m'arrive quelque chose de grave. Quand j'en avais besoin, ils m'aidaient à reprendre conscience en me massant les aisselles et les creux des genoux. Le neurologue a dit que si l'hyperventilation continuait à provoquer des crises, je risquais de perdre ma capacité à parler, ma mémoire et mon indépendance en général. Ils ont donc dû s'adapter, ce qui m'a coûté la majeure partie de mon enfance. Quand j'ai enfin compris comment me réveiller moi-même, la paralysie du sommeil s'est améliorée à certains égards et aggravée à d'autres. J'ai réussi à contrôler mes problèmes respiratoires, mais les hallucinations liées à l'état de rêve se sont intensifiées. Un petit garçon portant une tête de cheval défigurée comme un masque, une jeune femme suspendue dans un coin de ma chambre, le cou penché vers le bas, le menton enfoui dans ma poitrine, mon père sans bouche ni yeux. Voilà ce que je voyais. L'homme cigogne apparaissait plus fréquemment. Il commençait à s'approcher de mon visage lorsque j'étais dans ces états catatoniques. Il me murmurait à l'oreille dans une langue que je n'ai jamais réussi à déchiffrer, souvent pendant ce qui me semblait être des heures. Mais lorsque la situation empirait, je me souvenais de mon plan en 5 étapes. Étape 1. Reconnais que tu es en train de rêver. Tu ne peux pas bouger et tu vois des choses, mais ce n'est pas la réalité. Étape 2. Reste calme. Cela ne fera qu'empirer si tu commences à paniquer. Étape 3. Remue-toi. Commence par tes orteils. Ils sont toujours éveillés, tout comme ton esprit en ce moment. Remue-les. Tu bouges maintenant. Tu n'es pas paralysé. Continue avec tes chevilles, puis tes genoux et tes hanches. Étape 4. Assieds-toi dès que tu le peux. Assieds-toi, ne panique pas et assieds-toi. Étape 5. Tu es réveillé maintenant. Écris ce dont tu te souviens. Tu tireras des leçons de ton expérience. Cela fait environ 17 ans que j'ai mis en œuvre ce plan pour la première fois. J'ai maintenant documenté plus de 1500 épisodes. Certains ne durent que quelques secondes. La plupart rendent plus difficile l'endormissement la nuit suivante. Dernièrement, la principale constante sur laquelle je peux compter est ma femme. Avoir quelqu'un de confiance à ses côtés aide beaucoup. Elle me permet de garder les pieds sur terre. Les hallucinations ne sont pas toujours aussi vives et elle m'aide souvent à me réveiller sans que j'aie recours à ma procédure habituelle. Je passe encore de mauvaises nuits, mais elle est là pour me réconforter quand c'est fini. Elle m'aide à tout noter plus en détail afin que je continue à progresser. Elle essaie également de comprendre mon problème, même si mon psychiatre a confirmé le même diagnostic que celui posé par mon neurologue il y a quelques années. Ils appellent ça de la narcolepsie tertiaire. Je ne suis pas comme les narcoleptiques que vous imaginez. Je ne m'endors pas à n'importe quel moment comme une chèvre qui a été effrayée. Je n'ai même pas vraiment de problème de somnolence diurne. Je suis fatigué à des moments normaux, sauf si je vis un épisode difficile qui m'empêche de dormir. La principale différence avec mon diagnostic est que mon cerveau fonctionne comme s'il était sous LSD dès que j'entre en phase de sommeil paradoxal.
Chez les personnes normales, le cycle REM provoque un état de rêve intense pendant lequel le cerveau est très actif, mais régulé. Cela reflète l'activité cérébrale de la conscience et on appelle cela le sommeil paradoxal. Mon cerveau fonctionne à plein régime dès que j'entre en phase REM. Il travaille de manière exponentiellement plus intense. Quand bien même je suis éveillé, il n'est pas régulé. Je peux percevoir tout ce qui m'entoure comme si cela ne faisait qu'un avec mon corps. Je souffre d'hallucinations sévères et mes fonctions vitales hyperactives constituent une menace permanente. Tout cela alors que mon corps est dans un état d'atonie. Si je ne parvenais pas à me réveiller, si je restais coincé dans ma paralysie du sommeil, mon cœur pourrait finir par se rompre. Je m'étoufferais avec mon propre sang pendant mon sommeil. C'est l'autre sentiment que mes médecins partagent. C'est un miracle que je ne sois pas encore mort. Malgré ce diagnostic, ma femme pense que l'homme cigogne est à l'origine de mon problème, qu'il a une signification pour mon subconscient. Je n'ai pas adhéré à cette théorie jusqu'à l'autre soir, quand il m'a murmuré quelque chose dans une langue différente. C'était à peine perceptible. Mais cela n'impliquait pas les clics gutturaux et les expirations profondes que j'ai l'habitude d'entendre. C'était plus clair, plus humain. Ro-nu-chi, ça disait. J'ai massacré la prononciation lorsque je me suis réveillé en sueur, secouant ma femme pour l'éveiller et lui annoncer cette soudaine découverte. Elle a reconnu quelque chose dans mes mots qui semblait être du latin. Nous sommes donc restés éveillés toute la matinée, parcourant le dictionnaire latin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun doute sur ce que j'avais entendu. Renasci. La racine latine du mot moderne « renaissance », un verbe qui signifie « renaître ». C'est logique, non ? Qu'une cigogne me dise ça, pour faire allusion à la naissance et au changement. C'est étrange maintenant, car quand je repense à l'époque où j'ai commencé à l'appeler l'homme cigogne, j'étais très jeune, et je ne connaissais probablement que quelques espèces d'oiseaux. Ce n'est pas comme s'il ressemblait à un type d'oiseau en particulier. Son bec est long, comme celui d'une cigogne ou d'un héron. Mais il s'agit davantage d'une protubérance charnue que d'un bec fait de cartilage dur. Ses yeux sont placés sur les côtés de son visage, ils sont grands et toujours brillants. Et peut-être que sa caractéristique la plus dérangeante se cache derrière son châle fin et voilé. Il me les a montrés à plusieurs reprises. Chaque courbure mal formée de son corps est accompagnée de touffes localisées de plumes difformes qui segmentent ses appendices autrement nus et coriaces. Ses ailes sont répugnantes. Elle me frôle souvent lorsqu'il souffle sur mon visage gelé avec ses cliquetis et ses gargouilles. Chaque rencontre avec lui est un événement traumatisant, mais c'est une routine. À la suite de cet épisode qui s'est produit il y a un peu plus d'une semaine, ma femme et moi avons approfondi sa théorie sur mon ennemi juré et mon subconscient. Le fait que je lui ai donné ce nom au départ devait avoir une signification. Et après tout ce temps, il dit ça. Nous nous sommes demandé si cette histoire de renaissance pouvait avoir un rapport avec la récente atténuation de mes symptômes. Avant cette rencontre, je n'avais pas eu d'hallucination mémorable depuis 94 jours, de loin la plus longue période dont je me souvienne. Ma femme a évoqué la possibilité que l'homme cigogne me menace d'une nouvelle vague de visions. Sa voix soudaine pourrait être un cri de guerre contre mon moi onérique, annonçant que la maladie était sur le point de revenir plus forte que jamais. J'ai réfuté ce raisonnement. Il était tout à fait possible que le contraire soit vrai. Peut-être étais-je en train de vaincre cette maladie, de me reconstruire, et que l'homme cigogne venait simplement me dire au revoir. Mais en cours de route, j'ai oublié quelque chose. La première étape de mon plan en 5 étapes, le rappel que je n'ai pas affaire à des êtres réels, des êtres qui ont des objectifs. Ce sont des hallucinations. L'homme cigogne n'est pas réel. Il n'est pas simplement apparu pour transmettre quelque chose à mon subconscient. Il est mon subconscient.
tout comme les autres hallucinations que j'ai eues. Et cette prise de conscience nous a fait paniquer, ma femme et moi. Notre petit garçon a eu 5 ans le soir où l'homme cigogne m'a parlé. C'est à cet âge que je l'ai vu pour la première fois, du moins d'après ce que m'ont raconté mes parents. La terrible réalité est que je suis porteur du gène récessif qui pourrait transmettre cette horrible maladie à mon fils. Mon subconscient me préparait encore à plus d'années de traumatisme, me disant que ma maladie se réveillerait chez mon enfant. Il m'avait mis en garde contre cette possibilité pendant des années. Ma pauvre femme allait désormais devoir faire face à des crises de panique constantes au milieu de la nuit. Ne sachant pas si les 2 personnes qu'elle aimait le plus se réveilleraient le lendemain. Ne sachant pas si l'un de nous, ou les 2 d'ailleurs, allait tout simplement mourir, paralysé par la peur. Tout ce que nous pouvions faire, c'était attendre. Ma femme dormait dans sa chambre chaque nuit. Elle attendait. Sachant que j'étais équipé pour me réveiller, sachant que notre enfant ne serait pas capable de faire de même s'il avait sa première crise, nuit après nuit, elle surveillait son sommeil et le mien comme un gardien de sécurité protégeant un entrepôt vide. Et elle avait raison au sujet de l'assaut imminent. J'ai vécu certains des pires épisodes de ma vie pendant cette période. Nuit après nuit, mes visions les plus sombres se sont manifestées d'un seul coup. Le garçon à cheval qui grimpait sur moi comme sur un portique, hennissant tandis que ma capuche ensanglantée se balançait et clapotait à chaque mouvement brusque et excité. Ma mère, qui a fait une overdose quand j'étais adolescent, sanglotant agressivement alors qu'elle s'agenouillait en priant au pied de mon lit, me suppliant de lui pardonner. La femme pendue, elle est maintenant juste au-dessus de moi, assez près pour que je sente l'odeur de ses pieds en décomposition qui pendaient au-dessus de moi. Son cou courbé était tellement incliné vers le bas que son visage mort me fixait droit dans les yeux, la bouche ouverte de manière anormale, comme si elle voulait me dire quelque chose. Et puis, tout cela a culminé ce soir. Épisode 1564. L'homme cigogne entra dans ma chambre comme à son habitude. Il traversa le mur juste devant moi, le bec en avant. Il pencha la tête, me montrant son œil gauche puis son œil droit. Large et concentré. Le châle tomba, révélant ses membres répugnants. Ses serres griffèrent le parquet alors qu'il avançait d'un pas saccadé, avec ses manières d'oiseau. Il murmura et marmonna, mais c'était cohérent. Renaski. Il se dressait au-dessus de ma carcasse. J'ai essayé de bouger, car je savais ce qui se passait. Mais rien ne fonctionnait. Il s'est penché sur moi, de la salive s'écoulant de sa bouche mal fermée. Il a de nouveau haleté. Renaski. Je regardai directement dans sa bouche. Elle était plus sombre que le noir. Il s'est penché davantage, plus près que jamais. Il a ouvert la bouche suffisamment pour que je comprenne la cécité. Je ne voyais même pas le noir, juste le néant. Je le sentais avaler ma tête immobile avec sa trompe, humide et froide, d'une odeur rance, sa gorge ondulée. Puis ce fut bruyant. Renaski! Aveuglé par lui, assourdi par lui, je pouvais encore le sentir. Le temps n'avait plus d'importance, mais cela devait durer éternellement. Puis je me suis réveillé, de retour dans mon lit d'enfant. Et maintenant, je suis assis ici en train de tout écrire. Je n'ai aucun moyen de m'expliquer ce qui vient de se passer. Je regarde autour de moi dans ma chambre, me souvenant de choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis des années. Ma pile de jeux PS2 est toujours par terre dans un coin. Ma figurine Bumblebee, 2e édition, était encore emballée, et elle me fixe depuis l'étagère que mon père et moi avons construite spécialement pour lui. Je me demande s'il a vu quelque chose. Ma mère sanglote, comme elle le fait souvent. J'ai tout comme l'impression que mes parents savent que je suis là. Et pourquoi ne m'ont-ils pas réveillé? Je vais peut-être aller voir comment ils vont, surtout ma mère. Mais je fais toujours de mon mieux pour me souvenir.
Ce sont les épisodes les plus marquants qui ressortent. C'est peut-être tout ce qui me reste. Je me souviens de mon mariage à la Nouvelle-Orléans. Je me souviens de notre lune de miel en Italie. Je me souviens de notre dispute au sujet du bébé. Je me souviens de l'avoir emmené à son premier rodéo. Je me souviens à quel point mon bébé avait aimé ça, tout comme moi. Je me souviens de sa dépression après sa naissance. Je crois que j'ai oublié d'aller chercher ses médicaments. Je me suis souvenu du mieux que j'ai pu. Mais je ne me souviens pas de leur nom. D'ailleurs, je ne me souviens même pas de leur visage. Cette creepypasta était un peu ambiguë. À la fin de l'histoire, on comprend que le narrateur n'est plus un adulte. Le mot Renaski murmuré par l'homme cigogne n'était pas une métaphore mais une action réelle. Il a été littéralement renvoyé en arrière à son enfance. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans son ancien lit, dans sa chambre d'enfant, entouré de ses parents. Tout semble normal, comme si sa vie d'adulte n'avait jamais existé. Pourtant, quelque chose ne va pas. Il garde des souvenirs confus de cette autre vie, son mariage, sa femme, son enfant, des moments précis et chargés d'émotions. Ces souvenirs sont encore là, mais ils se délitent. Les détails disparaissent les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne soit plus capable de se rappeler les noms ni les visages des personnes qu'il aimait le plus. Son identité d'adulte est en train de s'effacer. L'homme cigogne n'a donc pas cherché à le tuer. Il a fait pire. Il lui a retiré sa vie construite, sa famille et son avenir, en le forçant à renaître au point de départ de sa maladie. Il est condamné à revivre depuis l'enfance, avec seulement des fragments de souvenirs d'un bonheur qu'il ne peut plus atteindre, et qui disparaîtront bientôt complètement.